Mesdames, Messieurs, le dispositif législatif au Cameroun vient d'être enrichi, une loi vient d'être adoptée au Parlement. Il s'agit de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. La loi est examinée dans les deux chambres de notre Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Entre les lignes, nous allons reparcourir ce texte en donnant la parole aux élus de la nation, les députés, les sénateurs qui ont eu à relire, à examiner ce texte en premier ressort. Et sur ce plateau, nous avons avec nous le député Emmanuel Biam, vice-président de la Commission des lois constitutionnelles. Merci, monsieur le député, d'être avec nous. Merci, Séverin Allega, de m'avoir invité pour faire connaître le fond de ce texte. Alors, notre démarche, comme nous l'avons dit, c'est de comprendre la portée et la profondeur de ce texte que d'aucuns qualifient déjà de révolutionnaire. On sait que dans un entretien précédent, vous avez justement dit que ce texte est révolutionnaire. C'est un texte unique, un texte qui porte la marque du Cameroun. Qu'est-ce qui fait vous dire ça? C'est le fait qu'il soit volumineux, 501 articles, 127 pages, c'est cela ou bien c'est son contenu? Il faut d'abord dire ceci. Ce texte est parvenu au Parlement dans des conditions vraiment spéciales. Parce que, comme vous le savez, le grand débat national avait enregistré le vœu des Camerounais de voir attribuer une spécificité aux régions du sud-ouest et du nord-ouest. Et on attendait du gouvernement que ce texte puisse arriver à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je vous rappelle qu'au cours d'une interview donnée par le président de la République en France, il avait rappelé que le gouvernement était en train de travailler sur ce texte. Nous avons remercié le chef de l'État de nous l'avoir envoyé dans ces conditions et nous avons félicité le ministre de la décentralisation d'avoir travaillé d'arrache-pied avec son équipe pour que ce texte soit mis à notre disposition. Ce texte est une grande avancée dans la pratique des conseils municipaux et des conseils régionaux dans notre pays. D'aucuns pensent même que ce sera le texte même de la gestion du président Paul Biya du Cameroun. Mais qu'est-ce qui change fondamentalement dans la gestion des communes, des régions? On sait qu'en 2004, il y avait déjà un texte qui allait dans ce sens-là. Justement, je vais vous rappeler que ce code général sur les collectivités territoriales décentralisées est une compilation de solutions qui apparaissaient dans la gestion des communes lorsqu'il y avait par exemple des blocages au sein des communes. Lorsqu'il fallait faire respecter la loi au sein des communes, on a constaté qu'il y avait des décisions qui devaient être prises, mais qui manquaient de base légale, parce que le texte de 2004 n'avait pas tout prévu. C'est pour cela que dans ce nouveau texte, il y a un rôle majeur qui va être joué par la tutelle de l'État. Ce rôle peut d'abord être analysé comme quelque chose d'envahissant, d'étouffant et même de paralysant. Mais en réalité, ce rôle est accordé à l'État pour justement assurer la continuité du service public. C'est un rôle d'accompagnement. C'est un rôle d'accompagnement, c'est un rôle de conseil et c'est également un rôle de sanction. Autant d'efficacité pour que le travail du conseil municipal ou du conseil régional puisse d'abord servir les intérêts de la population camerounaise. C'est pour cela que, si vous le permettez bien, nous allons analyser ces rôles qui font que ce texte soit vraiment intitulé un texte révolutionnaire. Je commencerai d'abord par la tutelle de l'État. Comment va-t-elle s'exercer? Dans les communes, la tutelle de l'État est exercée par le représentant de l'État dans le département qu'est le préfet. Au niveau de la région, la tutelle de l'État sera exercée auprès du conseil régional par le gouverneur. Alors, tout ceci commence par
le travail des conseils municipaux au sein de la commune. Parce que vous savez que c'est au sein du conseil municipal que s'élaborent ce qu'on appelle des délibérations qui sont adoptées par le conseil municipal. Alors, dès qu'une délibération est votée, cette délibération va être notifiée aux représentants de l'État. Et tout de suite commence la différence. Alors qu'avant, on avait observé que le représentant de l'État pouvait tout simplement s'asseoir sur la délibération et ne pas agir. Cette fois-ci, on lui a imparti un délai de 15 jours pour répondre. Il a deux choses à faire. Soit il approuve, soit il dénonce. Alors, et il doit le signaler. Donc, il faut d'abord se dire que, passé le délai de 15 jours, cette délibération devient exécutoire de plein droit. Donc, le maire ne va plus être paralysé par l'absence de délivrance de l'approbation. Ainsi, le travail peut se faire de manière continue, sans entrave. Maintenant, si le préfet décide de dénoncer la délibération, à ce moment-là, il saisit le conseil municipal d'une lettre lui demandant de faire une seconde lecture. Et cette lettre-là vaut sursis à exécution, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'appliquer tout de suite. Et le préfet peut donc saisir le président du tribunal administratif territorialement compétent. Et à ce moment, le préfet peut également obtenir de ce président du tribunal une décision de sursis à exécution qui est prononcée dans un délai de 48 heures. Mais il faut déjà comprendre ici que le juge administratif a un délai d'1 mois pour donner sa décision. Et dans certains cas, comme le cas des marchés publics, le président du tribunal administratif peut s'auto-saisir de la décision octroyant un marché public et ordonner le sursis à exécution. Donc, vous voyez que ces mesures sont prises pour permettre un travail effectif, alors qu'avant, ce sont des mesures qui pouvaient paralyser, n'est-ce pas, la marche du conseil municipal. On l'a vu dans certaines communes où on refusait d'adopter le compte administratif. Exactement. Et ça créait beaucoup de blocages. Certaines communes, non seulement refusaient d'adopter le compte administratif, ce qui bloquait l'exécution du budget, mais certains conseillers municipaux ne venaient même pas, n'est-ce pas, aux réunions du conseil municipal. Là aussi, l'autorité administrative est compétente pour faire quoi? Premièrement, si un conseiller municipal n'assiste pas à 3 séances successives du conseil municipal, eh bien, le ministre de la décentralisation peut dire qu'il est démissionnaire. Il le rend démissionnaire de conseiller municipal. C'est ce qui ne se faisait pas avant. Avant, un conseiller pouvait ne jamais venir aux réunions du conseil municipal et n'avait aucune sanction. Donc cette sanction sera également prise par l'autorité administrative, c'est-à-dire le ministre de la décentralisation, s'il s'avère que le maire ne réside pas dans son territoire de commandement de la mairie. En vous écoutant, il y a un élément important qui revient, la place de la juridiction administrative, du juge administratif cette fois. Il fallait bien sûr qu'il y ait un troisième personnage qui va pouvoir juger entre le conseil municipal et la tutelle administrative qui est ici représentée par... Et là, c'est dans les 8 régions du pays, en dehors... C'est dans les 8 régions du pays. Ça va se passer comme ça dans les 8 régions du pays. Cela veut dire qu'aujourd'hui, personne ne tiendra plus l'autre en otage. Vous savez, nous avons suivi beaucoup de conseillers municipaux, beaucoup de maires qui se plaignaient de l'inaction de certains préfets chargés d'exercer une tutelle sur les conseils municipaux. Nous savons également que s'agissant des hommes
il a pu y avoir des animosités entre individus. Mais cette fois-ci, le code prévoit que tout ceci va être géré par le tribunal administratif. Voyez-vous, le représentant de l'État peut saisir le tribunal administratif comme le maire, le conseiller municipal, peut saisir le tribunal administratif lorsqu'il y a un problème. Venons-en au transfert des compétences entre l'État central et les collectivités territoriales décentralisées, les communes et les régions. On sait que c'était déjà prévu dans les lois de 2004, mais vous êtes d'accord avec moi que ce transfert de compétences ne s'est pas effectué à la vitesse souhaitée. Et on en est aujourd'hui à revenir sur cette question-là. Est-ce que cette fois-ci, dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées, on va dire que le transfert des compétences sera effectif? Bien, alors, nous avons prévu dans ce code une situation qui n'était pas observée auparavant. C'est-à-dire qu'il y a certaines matières qui sont limitées dans le code qui feront l'objet d'une approbation préalable du représentant de l'État. Lorsqu'il s'agira, par exemple, de voter le budget, lorsqu'il s'agira d'autoriser des emprunts avec des garanties, lorsqu'il s'agira de parler des affaires domaniales, lorsqu'il s'agira, par exemple, du recrutement du personnel. Dans ces conditions-là, l'autorité administrative, dont le représentant de l'État, devra donner une approbation préalable avant que le Conseil ne se réunisse. Parce qu'il faut vous dire que ceci est une exception à la règle de la compétence de toutes les matières qui pourront être examinées par le Conseil municipal. Mais là, est-ce que ce n'est pas un élément bloquant? Est-ce que l'État ne donne pas l'impression qu'il donne d'une main et reprend de l'autre? Alors, nous avons traité cette affaire-là en commission. Et on s'est rendu compte de deux choses. Il faut d'abord dire que l'État ne disparaît pas devant le Conseil municipal. C'est l'État qui gère le pays. Et s'agissant des domaines bien particuliers, comme ceux que je viens de vous énumérer... La souveraineté, la défense, l'ordre public... Exactement. Ce sont des sujets qui sont dominés par une vision de l'État. Et cette vision de l'État doit être préservée et faire en sorte que l'activité du conseil municipal ne vienne pas empiéter de manière, je dirais, désordonnée dans ce que l'État aura prévu comme entrée en matière. Donc, ces mesures-là sont des mesures, je dirais même, de précaution, de conseil et même d'accompagnement. Donc, en ce qui concerne le domaine que vous avez rappelé, il faut tout simplement dire que l'État veille au grain et toutes ces délégations qui sont en cours vont se faire au coup par coup. Parce que, Monsieur Séverin Alléga, nous sommes un pays en construction. On oublie généralement, vous voyez, nous parlons de la région, mais il n'y a jamais eu encore de conseil régional. Mais nous sommes obligés de prévoir la manière dont ce conseil régional va pouvoir s'exercer. Donc, ça ne peut être qu'une vue lointaine. Mais, en ce qui concerne déjà les communes, nous savons déjà quel genre de problème nous pouvons résoudre avant même que ces conseils municipaux ne rentrent en exercice. Laissons l'État du Cameroun, construire petit à petit notre pays. Recueillons maintenant, si vous le voulez bien, Monsieur le député, vice-président de la Commission des lois constitutionnelles à l'Assemblée, le point de vue de l'exécutif. Le projet de loi a été déposé par le gouvernement et il a été examiné à l'Assemblée nationale au sein de votre commission. Par la navette parlementaire, il est allé au Sénat, on a fait la même chose. Mais c'est le ministre de la décentralisation que vous avez d'ailleurs félicité tout à l'heure qui était à la défense. Il présentait ce projet, répondait à vos questions justement. On va écouter ce que le ministre de la décentralisation a dit à la sortie de la commission des lois constitutionnelles au Sénat. Je prends un plaisir particulier à venir au Sénat
en raison des liens que je qualifierais de congénitaux qui unissent le ministère de la décentralisation et le Sénat qui, comme vous le savez, représentent des collectivités territoriales décentralisées. Les sénateurs ont une fois encore fait la preuve de leur élévation par la qualité des observations qui ont été faites et par les propositions contenues dans les échanges que nous avons eus. Au final, le texte déposé par le président de la République a reçu un accueil favorable, a été examiné dans le bon esprit et a été finalement approuvé. Ce dont je me réjouis, cela augure pour notre décentralisation de lendemain meilleur. Et les perspectives que dessine M. le Président de la République quant à l'approfondissement et l'accélération de la décentralisation ne s'en trouvent que confortées. Alors, c'était donc le ministre de la décentralisation. Visiblement, vous êtes dans la même lancée. Le Code général des collectivités territoriales décentralisées va donner ou donne un coup d'accélérateur au processus de décentralisation, en gardant bien sûr la position de l'État du Cameroun qui reste un État unitaire et décentralisé. Vous avez constaté que le ministre a dit exactement ce que je vous avais annoncé. Parce que nous avons eu tout loisir à la commission de loi d'étudier ce texte article par article. Et ce que le ministre vous a dit s'est révélé tout au long des explications qu'il nous a fournies au vu des questions posées par les commissaires de notre commission des lois. Vous savez que nous avons des commissaires de l'opposition, comme nous avons des commissaires du RDPC, de la majorité. Qu'est-ce que l'opposition demandait par exemple par rapport à cela? Nous n'étions pas dans la salle. Oui, l'opposition a posé les questions habituelles. Par exemple, pourquoi il y a une forte présence de la tutelle de l'État dans les institutions territoires décentralisées. Pourquoi cette forte présence de l'État? Et ensuite, est-ce que cette forte présence ne nuit pas à l'activité des conseils municipaux et des conseils régionaux? Et d'autres, nous en parlerons tout à l'heure, au niveau des spécificités du nord-ouest et du sud-ouest. Certains députés de l'opposition ont voulu que l'Assemblée ait un côté législatif, n'est-ce pas, qui puisse légiférer. Donc, c'est des positions habituelles, autant de questions habituelles de l'opposition. Et c'est au vu des explications que le ministre de la décentralisation a apportées qu'on s'est vraiment tous rendu compte que c'est un texte révolutionnaire. Et je répète bien mes mots, révolutionnaire. Et pourquoi? Parce que le Cameroun a profité de l'expérience de la marche des conseils municipaux depuis au moins 60 ans dans notre pays. On a vu les problèmes que cela posait et on a essayé d'y apporter des solutions par cette codification-là. Donc aujourd'hui, sur ce plan, nous sommes vraiment en avance sur la plupart des pays qui sont à peu près comme le nôtre. Et pour la région, nous avons prévu les mêmes solutions pour prévenir des problèmes de blocage qui pourraient se poser là aussi, comme on l'a observé dans les conseils municipaux. Et notre rôle aujourd'hui, c'est d'expliquer aux populations le fondement et le contenu de ces dispositions du Code général. Au début de cet entretien, Monsieur le député, vous l'avez rappelé, le Code général des collectivités territoriales décentralisées est l'une des solutions proposées lors de la tenue du grand dialogue national pour amener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et nous savons que ce code accorde une place importante à ce qu'on a appelé le statut spécial accordé à ces deux régions. Vous qui avez examiné ce texte d'une manière globale, on va entrer peut-être dans les spécificités tout à l'heure, est-ce que vous avez eu le sentiment que la solution proposée est de nature à apaiser les cœurs, à ramener la paix dans ces deux régions? Je suis profondément convaincu que lorsque on aura fait l'explication
de ce texte, lorsqu'on va informer les citoyens de notre pays, et en particulier les citoyens du nord-ouest et du sud-ouest, de ce que contient ce texte, on en viendra à trouver la paix dans notre pays. Je vais vous dire tout de suite que la spécificité qui a été reconnue au sud-ouest et au nord-ouest est quelque chose qui tient compte à la fois du bilinguisme, de la langue qui est parlée là-bas, et puis des modes de vie d'une société qui a été placée sous colonisation anglaise, colonisation britannique, et des traditions même des peuples de ces deux régions. Parce qu'il faut bien noter que nous parlons de la région du sud-ouest et de la région du nord-ouest. Voilà deux régions qui vont avoir des textes différents, mais qui vont s'appliquer sur des personnes n'ayant en commun que ce que je viens de vous citer, c'est-à-dire la langue anglaise et l'héritage de la colonisation anglaise. Donc, qu'est-ce qui est particulier à ces deux régions? Commençons par les organes qui sont prévus Commençons par dans les le statut. organes. Voilà. Alors, dans ces régions, il y aura l'Assemblée régionale. Donc, dans l'Assemblée régionale, il y aura deux chambres. La chambre des délégués départementaux, au nombre de 70 délégués départementaux, et la chambre des chefs traditionnels, au nombre de 20 chefs traditionnels. Ces deux chambres vont travailler de manière concomitante, c'est-à-dire qu'elles seront convoquées aux mêmes dates et siégeront aux mêmes dates. Des questions qui seront traitées par chaque chambre seront communiquées à l'autre chambre. La chambre des chefs traditionnels a une spécificité à part, c'est-à-dire que c'est elle qui statue sur toutes les affaires qui regardent la chefferie traditionnelle, qui regardent la culture, qui regardent les traditions. Et la chambre des délégués départementaux, qui a compétence générale sur toutes les matières qui doivent être traitées par eux, va communiquer ses délibérations à cette chambre des chefs traditionnels qui pourra apporter des amendements ou même demander l'annulation de ces délibérations-là. Alors, quand on connaît le rôle des FON, des chefs traditionnels, dans ces deux régions, on comprend que les FON seront très contents d'avoir enfin une institution reconnue, une institution étatique reconnue, et qui leur permet de promouvoir leur influence sur les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Pour eux, c'est une avancée remarquable. Et je dois souligner ici que les questions qu'ils auront à traiter sont des questions qui relevaient avant de l'État du Cameroun. Maintenant, l'État leur rétrocède. C'est la gestion de ces problèmes. C'est par exemple le sous-système de l'éducation. Vous avez suivi, n'est-ce pas, la colère des enseignants et tout cela. Eh bien, ils vont pouvoir statuer là-dessus. Ils vont également pouvoir statuer sur des problèmes économiques, purement économiques, n'est-ce pas, sur, par exemple, la santé, sur le sport, et toutes ces délibérations seront notifiées aux représentants de l'État. Qui est toujours présent. Le représentant de l'État est toujours présent. Donc, il n'y aura pas de dérapage. Ça, je peux vous assurer, il n'y aura pas de dérapage. Mais il y a la garantie que les populations décident de leur avenir. Merci. Il y a cette garantie qui est donnée aux populations que vous pouvez maintenant librement gérer les problèmes qui vous concernent. Je voudrais prendre un exemple. Si, par exemple, on a à décider de la réfection d'une piste rurale, cela veut dire que le dossier ne vient plus à Yaoundé, il ne va plus à Douala, je ne sais pas, au chef-lieu de région, pour être traité. Exactement, exactement. Vous comprenez donc pourquoi, lorsque les gens sauront ce qu'il y a dans ce texte, ils vont adhérer totalement. Parce que les décisions ne viendront plus de Yaoundé.
ces choses-là vont être traitées localement. Et il y a un personnage nouveau. Peut-être qu'on va revenir sur ce personnage. Le médiateur, vous voulez Le en parler? médiateur. On va revenir sur ce personnage. Voyons l'organe exécutif maintenant, qui est différent du conseil régional dans les 8 autres régions d'expression française. Oui. L'organe exécutif, c'est qui? C'est d'abord le président de la région. Ce président de la région est assisté d'un vice-président. Alors, le président de la région, c'est lui, le président de la chambre des délégués départementaux. Élu. Élu. Et le premier vice, c'est lui, le chef ou le président de la chambre des chefs traditionnels. Vous voyez donc que ces deux personnages-là vont jouer le rôle de l'exécutif, n'est-ce pas, de la région pour conduire les affaires de leur région. Bien sûr, là, nous allons parler du rôle fondamental du fameux Public Independent Conciliator, c'est-à-dire le médiateur. C'est un personnage nouveau, mais qui est certainement connu dans ces deux régions. Parce que ce monsieur va être nommé par le président de la République, mais sur proposition du Conseil régional. J'allais poser la question, est-ce que ce n'est pas là aussi une inféodation de l'État central Pas du tout. à la gestion des affaires locales? Voilà, il y aura la proposition sera faite par le Conseil régional. Vous pensez bien que le président ne va pas le sortir de n'importe où. Il va être proposé en fonction de ce qu'il est, en fonction de ce qu'il représente. Ce médiateur va être saisi de toutes les affaires qui concernent la gestion de la région. Je veux dire, les citoyens peuvent se plaindre à lui pour certains aspects de la gestion des services publics, par exemple. Certains aspects de la gestion de la région elle-même. Et le médiateur va pouvoir faire des enquêtes sans qu'on puisse lui opposer un certain secret professionnel. Donc, il aura la latitude d'entrer dans n'importe quel service public, de mener des enquêtes et de donner donc des conclusions. Et ce médiateur sera nommé pour une période de 6 ans non renouvelable. Voilà donc que ces deux régions vont connaître un mode de gestion qui est différent de celui des autres régions, des 8 autres régions du Cameroun. Le médiateur, est-ce qu'il n'y a pas, dans la pratique quotidienne, dans la vie des institutions qui sont prévues dans ces deux régions, est-ce que vous n'entrevoyez pas, ou bien au sein de la commission, vous n'avez pas vu ça venir, des conflits de compétences avec le président du conseil général, appelons-le comme ça, peut-être même avec l'organe délibérant? Est-ce qu'il n'y aura pas, est-ce que ce n'est pas un super président du conseil régional? Non, il n'y aura pas de conflit de compétences pour une bonne raison. C'est que le code prévoit les matières pour lesquelles on peut saisir le conciliateur. Et par exemple, il est interdit de saisir le conciliateur si l'affaire est pendante en justice ou s'il y a une décision de justice. Vous voyez que là, ce serait faire entrer le conciliateur dans un domaine qui est régi par la justice du pays. Mais ce qui est important, c'est de savoir que c'est un personnage qui pourra être saisi à tout moment et dont les services ne sont pas payés. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen, au lieu d'aller à la justice, n'est-ce pas, où il va rencontrer des tracasseries et puis des avocats qu'il faudra payer, peut aller de son propre chef soumettre sa réclamation au conciliateur. C'est pour ça que cette institution est importante dans ces deux régions. Il y a également une revendication principale lorsque la crise a commencé dans ces deux régions, c'était la revendication liée à la prise en compte de la common law, le droit des présidents, comme vous aimez souvent appeler. Absolument. Cette fois-ci, on parle du droit, on parle du juge administratif d'un côté, et de l'autre, on va parler du médiateur et de la common law. Bien. Alors, il faut dire que dans les matières qui seront examinées
par l'Assemblée générale dans ces régions-là, il y aura la justice et en ce qui concerne spécifiquement la common law. Parce que vous l'avez si bien rappelé, les avocats avaient demandé la possibilité de création des barreaux de la common law dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Cette affaire trouvera bien sûr sa réponse lorsque l'État présentera un projet de réforme de la loi de 1990 qui organise l'exercice de la profession d'avocat. Moi, je peux vous dire, à titre personnel, que je plaide pour qu'il y ait un éclatement du barreau national. Parce que je trouve que le barreau national ne peut plus jouer le rôle qui est le sien. Avec la décentralisation, évidemment. Voilà. C'est-à-dire, c'est une organisation professionnelle qui est là pour gérer les problèmes des avocats, n'est-ce pas? Les avocats entre eux, les avocats avec leurs clients, les avocats avec les tribunaux. C'est son travail, par exemple, la formation des avocats stagiaires. C'est une organisation professionnelle. Et comme aujourd'hui, il y a plus de 4000 avocats dans notre barreau national, il est temps que ce barreau éclate par la création des barreaux par cour d'appel. Ce qui fera qu'au Cameroun, on aura 10 barreaux, à raison d'un barreau par cour d'appel. Et dans ces conditions-là, au nord-ouest et au sud-ouest, il y aura donc forcément des barreaux de tradition de la common law. Ça, moi, je suis très content de cette vision qui est à l'horizon dans cette affaire de respect de la common law. Ensuite, vous savez que l'État a déjà concédé qu'il soit créé au sein de la Cour suprême la common law, n'est-ce pas? Et cette common law est aujourd'hui gérée par certains tribunaux, par des magistrats qui sont formés dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Donc, vous voyez que tout le monde va être content parce que finalement, la common law est prise en considération. Alors, Monsieur le Président, nous l'avons dit, vous avez examiné en premier ressort ce texte proposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale et puis par le phénomène de la navette parlementaire, on l'a fait au Sénat. Je voudrais vous inviter à regarder cette fois la réaction des sénateurs à la fin de l'examen de l'adoption de ce Code général des collectivités territoriales décentralisées au Sénat pendant cette session extraordinaire. Au sortir, nos reporters au Palais des Congrès, notamment Mathieu Kemgo, a eu à recueillir quelques réactions que nous regardons. C'est un sentiment de très grande fierté parce que, comme vous le savez, c'est un moment très important de la vie de notre pays. Donc pour avoir été un acteur de ces débats, nous entrons aussi dans l'histoire. Et les innovations, ce que je retiens, il y a d'abord ce statut spécial accordé aux régions du sud-ouest et du nord-ouest. Ça, je pense que le président de la République, en accordant cela, répond très positivement à une attente majeure du grand dialogue. Et quand on vous dit aujourd'hui que au moins 15%, n'est-ce pas, du budget vont aller directement aux collectivités territoriales, ça aussi je pense que c'est pratiquement une révolution. Quand vous observez notre pays, vous vous apercevez qu'il n'y avait que Douala et Yaoundé, les grandes villes qui intéressaient tout le monde. Ça intéressait la politique, l'argent ça circulait ici, et tout c'était ici. Cette fois-ci, le gouvernement, par la loi sur la décentralisation, a fait une chose importante. On va enlever des activités aux ministères centraux pour les envoyer au niveau des communes, pour que cela se fasse là-bas. Et quand on envoie du travail chez vous, on doit vous donner les hommes, on doit vous donner l'argent. Voilà aussi simplement ce qui va se passer. Si vous avez une école qui a perdu sa toiture, le temps de venir au ministère demander de l'argent pour qu'on aille refaire la toiture, non. Celui qui doit refaire est à côté. Vous voyez la rapidité des actions qui vont devoir s'accomplir. Ça nous a pris beaucoup de temps, mais finalement,
je suis satisfait du fait que le gouvernement a réalisé que vraiment c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Il y a une avancée, ça ne prend pas de temps pour rentrer à ce qu'on a véhiculé. Un statut spécial pour les Camerounais du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous avons accordé toute l'importance nécessaire souhaitée à l'examen de ce texte. Et comme vous avez pu le constater, les sénateurs l'ont adopté avec beaucoup d'enthousiasme. Et nous sommes vraiment très très contents de participer en réalité à l'histoire de ce pays. Vraiment, c'est une avancée dans la décentralisation qui, comme nous l'avons toujours souhaité, est une institution assez efficace dans le développement local. Et comme vous le savez, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ce texte était très très attendu. Nous pensons que son adoption sera une grande contribution, n'est-ce pas, au retour de la paix dans ces régions. Évidemment, le texte est perfectible. Vous entendez les élus, les sénateurs sont d'ailleurs portés à bien comprendre ce texte parce qu'eux, ils représentent les collectivités territoriales décentralisées, donc c'est eux. Alors, quand on dit qu'on n'a pas tout donné, hein, on aurait pu donner plus que ce qu'on a donné, vous partagez cet avis? Je dirais que c'est un avis qui est mitigé parce que le sénateur ne tient pas compte de ce que nous sommes en train de mettre en place, des institutions nouvelles qui n'ont jamais fonctionné dans notre pays. Et que pour ce fait-là même, la loi étant perfectible, on verra à l'usage ce qu'il faudra apporter à la, je dirais, non pas à la perfection, mais je dirais à l'amélioration. Voilà. Il faudra améliorer certainement les textes. Et ce qui est déjà évident, et bien pour nous, c'est que ce texte existe, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, monsieur le député, je voudrais qu'on revienne sur le nord-ouest et le sud-ouest. Le nord-ouest et le sud-ouest, nous imaginons qu'il y aura des conflits de compétences entre les institutions mises en place. Vous avez d'un côté l'organe délibérant, l'Assemblée, qui devra avoir 2 chambres. Vous avez l'organe exécutif collégial, parce que vous avez un vice-président et la suite, des commissaires, etc. Vous avez le fameux médiateur qui est là également. Vous avez enfin l'État central, l'administration qui continue à être présent dans ces 2 régions. Qu'est-ce qui est prévu pour la gestion, pour le règlement, par exemple, des conflits de compétences qui auront lieu dans ces 2 régions? Bon, alors, il faut d'abord poser comme principe que, en dehors des spécificités reconnues au nord-ouest et au sud-ouest, n'est-ce pas, le contexte général est celui des autres régions, au niveau du respect, au niveau de la tutelle de l'État. L'État reste présent, parce que c'est d'abord des institutions qui font partie de la gestion des collectivités territoriales décentralisées. À partir de ce moment-là, vous comprenez qu'il ne pourra pas y avoir de conflit de compétences, pour la bonne raison, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, dans les communes et dans les régions, que chacun sera amené à jouer son rôle. Mais c'est le fait des hommes. C'est le fait des hommes quand même. Voilà. On peut avoir des textes, mais parfois... Mais l'État reste le seul arbitre. La tutelle étatique commence par la présidence de la République, pour vous schématiser les choses. Ça commence par la présidence de la République. Ensuite, ça arrive au niveau du ministre de la décentralisation. Ensuite, ça arrive au niveau du gouverneur. Enfin, ça arrive au niveau du préfet. Et je peux vous assurer que lorsqu'une autorité administrative prend une décision, connaissant notre pays, rares sont les décisions qu'une autorité administrative peut prendre sans s'en référer à son supérieur hiérarchique. Parce que quand ça va arriver aux oreilles du supérieur hiérarchique, celui qui a pris la décision sait que des sanctions peuvent être prises à son encontre. C'est pour cela que
La manière dont ça a été organisé est franchement révolutionnaire parce que toutes ces étapes-là que je viens de vous citer, n'est-ce pas, de la présence des représentants de l'État dans l'accompagnement du travail des conseils municipaux et des conseils régionaux, aboutit à l'information de celui qui est au-dessus, c'est-à-dire le président de la République. Et vous voyez qu'il y a des séries de mesures qui sont prises pour assurer la continuité du service public dans ces institutions. Ces mesures sont prises pourquoi? Parce que, tout simplement, on recherche l'efficacité. Il n'y aura plus de paralysie. Il n'y aura plus, je dirais, des blocages. Des blocages. Voulus d'ailleurs parce que par le passé c'était des blocages voulus, c'était des règlements de compte politiques personnels et parfois politiques. Donc on ne pourra plus arriver à cela. Alors monsieur le député, je voudrais qu'on parle d'une autre chose importante. Quand on parcourt toute la littérature qui accompagne ce code général des collectivités territoriales décentralisées depuis qu'il est adopté au Parlement, il y en a qui reconnaissent que la modalité du choix des représentants dans les régions maintenant, c'est l'élection. Et pour cela, on parle notamment du rôle, ou bien plutôt du délégué du gouvernement qui ne va plus exister. On parlera davantage des maires de ville. Voilà. C'est une nouveauté dans notre environnement communal. Les délégués du gouvernement vont disparaître pour laisser la place à ce qu'on va appeler désormais le maire de la ville. Maire de la ville de Yaoundé, maire de la ville de Douala, maire de la ville de Bolova. Partout où il y en a 14 à peu près. Il y en a 14. Partout où il y avait des délégués du gouvernement, ils vont donc disparaître. Et les nouveaux maires qui prendront la place de délégués du gouvernement, le maire de la ville sera élu par les conseillers municipaux des communes d'arrondissement. C'est-à-dire que chaque maire de la ville sera élu parmi ses conseillers. Cela veut dire que lui-même est déjà conseiller municipal. Il faudra donc être au préalable conseiller municipal pour ensuite être élu maire de la ville. Maintenant, il y a une nouveauté, c'est que le maire de la ville devra être un autochtone de la région. Et ça, c'est une notion qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Hein. Et alors que pour le cas précis de Yaoundé, par exemple, nous avons 7 communes d'arrondissement et il y aura donc un maire de la ville de Yaoundé. Ça renvoie à quoi? Le maire de la ville de Yaoundé pourra maintenant provenir de l'un des départements. Des 10 départements de la région du centre. Ce qui n'était pas le cas avant. Parce que rappelons-le, le délégué du gouvernement de Yaoundé, le délégué du gouvernement de Douala, et ainsi que les autres, étaient souvent des ressortissants du centre même de la région. Donc, aujourd'hui, le code élargit cette notion d'autochtone pour permettre à tout autre habitant de la région de se présenter à l'élection du maire de la ville. Alors, comment comprenez-vous, par exemple, le fait que les gens n'apprécient pas beaucoup cette notion d'autochtone dans le mode d'élection des maires? Il faut être autochtone de quelque part. Bon, qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui semble faire problème? Monsieur Séverin Alida, je peux vous dire une chose, c'est que si on devait faire un sondage sur cette affaire au Cameroun, la notion d'autochtone aurait la majorité absolue, majorité écrasante. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, les nominations des délégués du gouvernement obéissaient déjà à la notion d'autochtone par rapport à la ville. Maintenant, nous l'élargissons, et ça n'a embêté personne, parce qu'il faut bien le rappeler. Ça veut dire que cette question a été posée au niveau de la commission des lois constitutionnelles. Bien sûr. Il y a eu débat. Il y a eu débat là-dessus.
Et je peux vous assurer que je ne me souviens pas qu'il y ait eu un jour une contestation parce qu'on a nommé tel délégué du gouvernement. Parce que la présidence de la République faisait en sorte que la nomination d'un délégué obéisse à cette affaire d'autochtones. Mais c'était limité à la commune centrale. Je dirais là où était institué donc le chef-lieu de la région. Bien. Et ça n'a posé de problème à personne. On trouvait même cela naturel. Mais maintenant qu'on a élargi cette notion d'autochtone à toute la région, alors les gens parlent d'abus. Et disons qu'on repli identitaire dangereux. Voilà, repli identitaire dangereux. Je dis non. Au contraire, le code a permis aux ressortissants de la région de pouvoir se présenter à l'élection du maire de la ville. Et je l'ai dit, le maire de la ville, c'est un grand chef de village. Il a avec les habitants de sa ville des affinités qui se ressentent d'abord dans la langue. Il parle généralement, couramment, la langue vernaculaire la plus usitée. Donc, on peut l'approcher, les gens viennent le voir et lui posent directement leurs problèmes familiaux. Ensuite, ce maire est considéré comme proche de ces populations à cause justement de cette affinité. Et ça ne pose de problème à personne. Donc, il faut dire ici que cette notion d'autochtone est une notion qui, ici, a obtenu un élargissement. Désormais, ce sont les conseillers municipaux eux-mêmes qui vont élire leur maire. Et on pense bien que, avant qu'un candidat ne se présente, il y aura la question de savoir est-ce qu'il est autochtone de la région ou pas. Mais est-ce qu'il n'y aura plus ces conflits entre les communes d'arrondissement? Peut-être que les compétences sont définies, je n'en sais rien. Est-ce qu'il n'y aura pas ces conflits entre les communes d'arrondissement et le maire de la ville, tel qu'on l'a vu, l'enlèvement des ordures, par exemple les routes, l'entretien des routes urbaines, voilà. Ça crée des conflits. Est-ce que le code vient régler cet ensemble? Le code a prévu que dans ces cas-là, n'est-ce pas, la personne qui revendique quelque chose, quelque droit que ce soit, peut saisir le tribunal administratif. Vous voyez donc qu'on a essayé de faire en sorte que tous les problèmes soient résolus, qu'il n'y ait plus, comme avant, des cas, je dirais, de blocage et d'inertie de certains conseils municipaux. Donc aujourd'hui, l'autorité du tribunal administratif ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Alors, c'est un avis personnel que je recueille. Voilà. Le code, l'examen, l'adoption du code général des collectivités territoriales décentralisées intervient après la convocation du corps électoral. La composition des dossiers de candidature avait déjà été faite et les candidats ont déjà été désignés par les partis, investis par les partis politiques. Alors, ce texte qui revient avec toutes ces exigences, on suppose que les conseils municipaux ont maintenant un type de personnel qui doit comprendre, par exemple, la gestion du budget, son élaboration, comment mettre en exécution un plan de développement communal. Tel que ça se dessine, les partis politiques ont investi les candidats. Est-ce qu'on n'aura pas quelques soucis de formation avec le personnel de ces conseils? Alors, donc, il faut d'abord préciser que je pensais que vous alliez en parler, parce que, en fait, c'est un problème qui nous a été posé en commission. Quel est le sort réservé aux délégués du gouvernement actuel? Parce que, comme vous le voyez bien, nous adoptons le code maintenant, après qu'il y ait déjà eu, n'est-ce pas, formation, je dirais, annonce de candidature pour les prochaines élections municipales du 9 février 2020. Je pensais que vous alliez me demander... Allez-y, puisque vous avez évoqué la question avant cela. Nous avions évoqué ce problème. Eh bien, c'est un véritable problème. Parce que vous voyez qu'à l'heure actuelle, pour être élu maire de la ville,
il faut avoir été d'abord conseiller municipal d'une des communes d'arrondissement. Et après information, il n'y a pas grand monde chez les délégués du gouvernement qui ait d'abord la qualité de conseil municipal. Si bien qu'on ne voit pas très bien comment est-ce qu'ils vont pouvoir se présenter pour être élus maire de la ville. Et son d'office éliminé. Voilà, ça c'est un problème, franchement, et je vous le dis, qui relève de la seule autorité du chef de l'État. Et comment ça pourra se gérer? Puisque l'État central ne l'est non plus. Ils ne sont pas conseillers municipaux, donc ne peuvent pas participer, ne peuvent pas être candidats. Voilà. C'est pour ça que nous pensons que la solution relève du chef de l'État, parce que par décret, il y a des modalités, n'est-ce pas, de remplacement de ces délégués départementaux qui peut se gérer. Et on peut, par exemple, leur donner la possibilité d'avoir à passer un certain temps avant que les élections ne se mettent en place. Mais toujours est-il que nous avons constaté que la loi est dure, mais la loi est la loi. Donc dès lors qu'on va élire les maires de la ville, il sera très difficile de voir à côté du maire de la ville un délégué du gouvernement. Et la formation des personnels maintenant? Et la formation des personnels maintenant. Il faut d'abord vous dire que il va y avoir la mise en place d'une fonction publique locale. C'est-à-dire que on va pouvoir embaucher. Et en commission, nous avons constaté que voilà un puits d'embauche des jeunes. Parce que, comme vous le savez, nous avons un problème particulier dans notre pays aujourd'hui, c'est le chômage des jeunes. Donc, les jeunes vont pouvoir être embauchés à tous les niveaux, parce qu'il faut bien le dire, M. Séverin Alléga, les concessions qui sont faites aux communes et aux régions sont telles que ça va être des points de gestion du pouvoir très importants. Et donc il faut des personnes et il faut des personnes qualifiées. Mais déjà l'encadrement sera déjà assuré par l'État. Nous savons qu'il va y avoir nomination des secrétaires généraux par le ministre de la décentralisation. Qui sont des techniciens, donc qui sont des techniciens, des gens, élus. Voilà, des gens qui connaissent bien de quoi ils parlent. Ils vont accompagner les élus. Il y aura les receveurs, le receveur municipal, le receveur régional, qui va gérer toutes les questions financières. Donc, à ce personnel de l'État, qui est nommé par l'État, il va falloir maintenant embaucher des jeunes qui pourront travailler dans ces structures-là. Donc, nous pensons que l'accompagnement se fera de manière à ce que ces institutions puissent être rentables pour les populations camerounaises. On va peut-être sortir par là, c'est le coût de la réforme. Dans le code, il est prévu que le financement de ce code-là, il faut 15% des recettes de l'État. C'est la fameuse dotation générale de la décentralisation. Voilà, c'est la dotation générale de la décentralisation qui va être 15% du budget. Même si d'aucuns estiment que c'est bien peu. Ça ne peut pas être bien peu parce que ça dépend de quel est le point de vue que l'on a. Parce qu'en dehors de cette dotation de la décentralisation, il y a des subventions. Il y a la fiscalité locale. Et il y a la fiscalité locale, n'est-ce pas? Ce qui fait que l'enveloppe que les collectivités territoriales décentralisées vont recevoir sera importante. Et vous savez que c'est autant de moyens qui vont accompagner la décentralisation, c'est-à-dire que toutes les attributions données aux communes. Vous savez que les attributions reçoivent plusieurs, n'est-ce pas, délégations. Par exemple, ils vont s'occuper de la santé, des écoles, des routes, et tout cela nécessite de l'argent. Et cet argent va être
attribués directement aux collectivités territoriales décentralisées, sans plus passer par d'autres institutions. Emmanuel Miam, je dirais maître Emmanuel Miam, on vous connaît également comme cela parce que vous êtes avocat au départ. Vous êtes vice-président de la commission des lois constitutionnelles à l'Assemblée nationale. Nous avons été heureux de vous avoir sur ce plateau pour cet échange. Un échange qui avait pour objectif, je le rappelle, simplement la compréhension de la portée du fondement de ce Code général de décentralisation. Il était question, vous qui avez travaillé en interne, de nous donner ces éléments de compréhension, cette clé de lecture permettant de mieux envisager ce texte-là qui est d'une richesse importante. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne continuation. Je vous remercie, M. Séverin Allega, parce que nous venons de participer là, d'une certaine manière, à la communication vis-à-vis des populations camerounaises qui doivent comprendre ce que contient ce code général qui va désormais s'appliquer dans notre pays. Vous avez vu, les commentaires se sont attardés sur des aspects anecdotiques de ce code. Mais pour le connaître vraiment, il faut qu'on explique aux populations les fondements des articles, des 501 articles qu'il contient. Et je vous remercie de m'avoir permis de faire ce travail avec vous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de Entre les lignes. Notre démarche, elle va d'ailleurs se poursuivre parce qu'il est question de trouver davantage des éléments de compréhension dans ce texte de 501 articles, 127 pages, le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Il prévoit aussi la participation des populations à la décentralisation. Nous pensons qu'à la prochaine occasion, nous allons évoquer cet aspect-là. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.